Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la correction des 4 exercices que je vous ai donnés sur cette leçon sur l'aspect énergétique des phénomènes mécaniques. D'abord, nous commençons avec l'exercice 22 sur la légende de la pomme. Donc, on a la légende d'une pomme qui est située à 2 mètres au-dessus de la tête de Newton. Et la question, c'est à quelle vitesse est-ce que la pomme va heurter la tête de Newton? Donc, on a une chute de 2 mètres, 2,0 mètres, deux chiffres significatifs pour la hauteur, et on doit trouver la vitesse. Donc, il y a au moins 3 méthodes pour arriver à trouver cette vitesse, et il y en a 2 que l'on peut utiliser en première. Donc, d'abord, quand on s'intéresse à la vitesse, au mouvement, il faut définir le référentiel et le repère. On s'intéresse au référentiel terrestre, qui est le référentiel de l'expérience. Dans le référentiel terrestre, on va avoir la pomme, comme la balle, dans le laboratoire, qui est en mouvement. Pour pouvoir parler de la position de la balle, il faut là aussi donner un repère, et que le repère est une origine. Donc le plus simple, c'est de dire que la balle à t égale 0 est à z égale 2,0 mètres. Donc, la position 0, c'est la position finale, c'est la position de la balle, de la pomme, quand elle touchera la tête. Donc, le référentiel, c'est le référentiel terrestre, et le repère, il est dirigé vers le haut, et son 0 est au niveau du point d'arrivée du point B. On peut essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu ensemble. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre le point de départ et le point d'arrivée est égale au travail des forces. La seule force qui s'exerce dans ce cas-là, c'est la force du poids. C'est une chute libre. Donc, le travail du poids, comme on l'a vu ensemble, c'est mg ZA moins ZB. Le point de départ moins le point d'arrivée. Le travail du poids, c'est un travail qui va être moteur. La flèche du poids pourrait être dessinée vers le bas, le mouvement est vers le bas, le travail doit être positif, moteur. ZA est bien plus grand que ZB, c'est 2 moins 0, donc on a bien un travail qui est positif, qui est moteur. Et ça, c'est égal à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Alors, il y a une situation qui est simple ici, puisque à t égale 0, la balle n'a pas de vitesse. Donc, va égale 0. Il ne reste plus qu'un demi de mvb carré égale mgza. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, zb, c'est 0. On choisit la position de la tête, la position finale de la pomme, comme étant l'origine du repère. Donc, cette relation-là, 1 demi de mvb carré égale mgza, on peut la transformer pour faire passer le 2 de l'autre côté, donc le 2 qui est en bas passe en haut, 2 mgza. Les m qui sont à gauche et à droite se simplifient, et on va prendre la racine pour passer de v carré à v. Donc, racine de 2gz, ce qui nous donne 6,3 mètres par seconde. Une autre manière de voir les choses qui est très proche, c'est la conservation de l'énergie mécanique. On est dans un système où il n'y a que des forces conservatives qui s'exercent, c'est-à-dire le poids. Donc, l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B, et elle peut s'écrire à partir de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. On revient à la même relation que celle qu'on avait au-dessus. On va pouvoir simplifier par la masse, et on voit que dans une chute libre, la masse n'a pas d'importance. Ensuite, ZA égale 2 mètres, donc B c'est 0, donc comme tout à l'heure, mgZB va disparaître, et AT égale 0, on n'a pas de vitesse, m demi de mva carré va disparaître aussi. On trouve là aussi 6,3 mètres par seconde. Voilà donc pour cet exercice sur la pomme, la chute de la pomme. Donc que ce soit une pomme, une boule de pétanque ou quelque chose de beaucoup plus gros, tant qu'on est en chute libre, eh bien la masse n'intervient pas. Et donc la vitesse sera la même. En terminale, on apprend à écrire des équations différentielles qui permettent de décrire le mouvement de cette balle. Et on va retrouver la même chose, mais à partir de l'application d'une autre loi, qui est la seconde loi de Newton. Donc vous ferez ça en terminale pour ceux qui auront fait le choix de continuer l'aspect physique. Maintenant, on passe aux incertitudes avec l'exercice 25. Donc, pour l'exercice 25, il faut d'abord calculer la valeur moyenne de V. Donc, on vous donne des valeurs moyennes qui sont dans un tableau, et ces valeurs moyennes, vous en faites la somme et vous divisez par le nombre de valeurs qui est de 12.
donc qui est de 10. Donc vous avez 10 valeurs et vous faites la somme des valeurs, vous divisez par 10, vous avez la valeur moyenne. Cette valeur moyenne, la valeur donc, est de 6,258 mètres par seconde. Donc on peut s'étonner de ce résultat au vu de ce qui vous est proposé dans l'énoncé. Vous avez des valeurs qui sont autour de 6,24, 6,27, vous n'avez que 3 chiffres significatifs, et là, vous en avez 4. Donc, pour la valeur moyenne, il aurait été cohérent de ne garder que 6,26 mètres par seconde. Le reste est illusoire. Ensuite, avec cette valeur moyenne, on vous demande de calculer l'énergie cinétique moyenne. Donc là, rien de compliqué, 1,5 de MV2, et on trouve 5,87 joules ou 874 avec 4 chiffres indicatifs. Ensuite, on passe à la partie du évaluer l'incertitude type U sur la valeur de la vitesse. Donc, on a, comme on l'a vu dans l'autre vidéo sur les incertitudes, on a 10 mesures. On a sigma n-1 qui a été aussi défini pendant la dernière vidéo ou pendant la vidéoconférence que l'on avait fait à la sortie. Donc, vous pouvez le calculer avec un tableur, c'est ce que je préfère, ou avec une calculatrice. Et donc, sigma, voilà le résultat que va pouvoir vous donner la calculatrice ou le tableur. Divisé par racine de 10 parce qu'il y a 10 valeurs. Et donc, sigma sur racine de 10, donc c'est U, UV, uncertainty, 4,899 fois 10-3 mètres par seconde. Donc, on vous demande d'évaluer avec ça l'incertitude sur l'énergie cinétique. Ah, mais c'est une formule, 1,5 de MV2 qui est compliquée. Et donc, on vous donne la relation pour évaluer cette incertitude avec 2 fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique fois l'incertitude divisée par la valeur moyenne de la vitesse. C'est ce que vous avez ici. Et vous trouvez 9,197 fois 10-3 joules. Et donc, tous ces calculs d'incertitude, tels que l'a fait votre livre, font apparaître trop de chiffres significatifs. On va n'en garder que 2. Ici, 1,0 fois 10-2, de manière à ce que le 5,87 qui était ici, le 5,87, eh bien, on puisse avoir une incertitude qui soit compatible avec ce nombre de chiffres significatifs, 5,87, on avait. Donc, plus ou moins, eh bien quoi 1,0 fois 10-2, c'est-à-dire 0,01 joules. Ce qui fait que le résultat, 5,87, celui que l'on avait ici, pourrait s'écrire 5,87 plus ou moins 0,01 joules, ou bien dans un encadrement, donc plus ou moins 0,01, c'est 5,86 ou bien 5,88. Voilà, il est compris entre ces deux valeurs-là. Maintenant, on va regarder l'exercice Python. Donc, j'espère que vous avez réussi à utiliser Python. Vous pouvez l'utiliser soit avec le lycée connecté sur lequel vous allez avoir Jupyter Notebook. Et là, vous pouvez enregistrer vos sketchs, vous pouvez garder vos programmes, même d'une année sur l'autre. Ou bien vous pouvez utiliser, comme on l'a vu ensemble, et du Python ou encore autre chose si vous préférez, comme Tony ou d'autres environnements de programmation Python. Donc, ce que fait ce programme, c'est qu'il trace des courbes. Il trace les courbes d'évolution des énergies cinétiques potentielles et de pesanteur. Donc, cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique plutôt. Donc, on voit que l'énergie mécanique est constante. On voit quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente et inversement. On a clairement, quand on voit ces courbes, un système pour lequel l'énergie mécanique se conserve et donc pour lequel il n'y a pas de force de frottement ici qui s'exerce sur le système en mouvement. Hein. Et le système en mouvement, c'est un pendule. Donc les forces de frottement sont négligeables par la durée de l'oscillation. Alors évidemment, elles ne sont pas négligeables si on attend longtemps. Si on laisse osciller pendant plusieurs minutes, on va voir une diminution de l'amplitude et finalement le pendule qui s'arrête. Alors, si on décrypte le code qui vous est donné, on a l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie mécanique qui sont les 3 points importants de ce code. Et quand on lit la première question, expliquer ce que l'on observera au lancement de ce programme Python,
Donc, pour arriver à expliquer ce que vous pouvez observer, si vous décryptez le programme, vous voyez d'abord import matplotlib.pyplot as PLT. C'est pour tracer. Donc, on va tracer les courbes. Et quand vous basculez à la ligne 21 et la ligne 22, vous voyez qu'à la ligne 21 et la ligne 22, on trace EC et EPP. Et sur le même modèle, vous tracerez EM à la dernière partie de l'exercice et vous aurez la conservation de EM. Donc, la masse est écrite à la ligne 6, comme c'est marqué ici, vous le voyez, 0,100. Et cette masse va être utilisée à la ligne 10 comme à la ligne 14. À la ligne 10 comme à la ligne 14, vous utilisez la masse pour calculer 1,5 de MV2 ou MGZ. Donc, comme le système international avec des unités en joules demande d'utiliser une masse en kilos, l'unité de la masse, c'est forcément le kilo. Forcément le kilo. Voilà. Donc, pour la question 2, maintenant, il faut, à partir de ce programme-là, calculer l'énergie mécanique. Alors, pour ça, il faut s'inspirer des blocs qui sont utilisés pour calculer l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle. Donc, d'abord, on crée un tableau vide, une liste vide, qui contient l'énergie mécanique, et donc EM égale un tableau vide. Et sur le modèle de ce qui a été fait pour EPP ou EC, eh bien, on crée une boucle for E in range len de Z. Donc, on va, en fonction de faire une boucle qui va tourner autant de fois qu'il y a de valeurs dans le tableau de Z ou de V. Len de V, ça amenait à la même chose. Et donc, on va prendre EM, le tableau EM, et on va y rajouter une case dans ce tableau. On va y rajouter une classe qui va être EC plus EPP. Et ici, cette case va utiliser l'indice I du tableau des EC plus l'indice I du tableau des EPP. Et cette somme-là va créer l'indice I du tableau des énergies mécaniques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si vous n'avez pas compris le détail en Python, vous aviez deux modèles qui remplissaient le tableau EC et EPP. Il fallait faire la même chose pour calculer EM. Et une fois qu'on a rempli le tableau, il faut le tracer. Donc, sur le modèle de la ligne 21 ou 23, plt.plot, on va tracer T, c'est toujours la même assise. C'est plus EPP, c'est EM. Et ensuite, on va pouvoir choisir des attributs qui vont être différents pour pouvoir faire apparaître la courbe de manière différente. Mais ça, ce n'est pas l'important, même si la courbe avait eu la même couleur, était rouge comme celle de PP ou verte ou noire comme celle de C, ça n'avait aucune importance. Voilà. Et donc, on a un résultat qui nous montre que l'énergie mécanique est constante. Donc, exercice en Python intéressant, où même sans rentrer dans le détail, par mimétisme avec des lignes de code qui vous sont proposées, vous pouvez arriver à trouver la solution. Maintenant, on termine avec le pendule de Newton. L'exercice 35 sur le pendule de Newton correspond à l'expérience avec laquelle on a débuté le cours. Alors, pour ceux qui avaient la chance d'être là, vous avez vu le pendule de Newton, vous avez vu ces oscillations, et vous savez que quand on soulève une boule, et quand elle tombe, les autres boules du pendule ne bougent pas, sauf la dernière, qui se soulève à son tour, et puis qui retombe. Et ainsi de suite, le mouvement se reproduit. Donc, quand on soulève une seule boule, elle tombe, et puis fait soulever une boule. Quand on soulève deux boules, eh bien, là aussi, elles tombent ensemble, les deux boules, et elles provoquent le soulèvement de deux boules à l'autre extrémité. On avait dit que l'énergie était transférée sous forme d'onde à l'intérieur du pendule, de la suite des boules, et qu'au début, on avait de l'énergie potentielle qui était stockée dans la bille, qui se transformait en énergie cinétique, et puis qui se retransformait en énergie potentielle à la fin pour la bille qui était de l'autre côté. Donc, on vous demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique pour débuter. La variation de l'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système. C'est ce qu'on a vu en cours, c'est ce qui est ici. Et donc, dans un système comme celui-là, on suppose que la seule force qui travaille est le poids. Et donc, si la seule force qui travaille, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail du poids. Le travail du poids, il va se calculer avec simplement la différence d'altitude, pas de position, d'altitude entre A et B. A et B sont des points qui ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, puisque A est la position de départ et B la position d'arrivée de la bille qui est raccrochée à un fil. Et donc, la valeur en X ne compte pas, on ne s'intéresse qu'à la hauteur, le changement d'altitude de A. De la bille de A en B. Donc, on va lâcher cette bille avec une vitesse nulle.
Et donc, le 1,5 de MVA carré disparaît, puisque sa vitesse est nulle. Et on va pouvoir ensuite calculer VB sur un modèle de calcul qui est proche de celui que l'on a vu pour la pomme qui chutait à l'exercice en anglais. Les masses simplifient et on va prendre la racine de 2G ZA moins ZB. Donc, ce ZA moins ZB, quand on recherche dans l'énoncé, on a ce 16 10-2 qui va apparaître. Donc 2 fois 9,81 fois ZA moins ZB. Et cette valeur va se mettre avec 3 chiffres significatifs qui va être donc de 1,77 mètres par seconde. Ensuite, la valeur que l'on considère, c'est l'énergie de la boule est transférée sans perte successivement aux autres boules. Calculer l'énergie cinétique de la dernière boule lorsqu'elle se met en mouvement. L'énergie cinétique de la dernière boule, ça va être celle avec cette vitesse-là de 1,77 quand elle se met en mouvement, comme aucune énergie est perdue, on va avoir la même vitesse que celle de la balle qui a frappé la suite horizontale des boules. Donc 1,57 fois 10 moins 1 joules, 3 chiffres significatifs parce qu'on en a 3 pour la masse, 3 pour la vitesse. Dans cette hypothèse, jusqu'où la dernière boule montera-t-elle? Eh bien, dans cette hypothèse, l'énergie cinétique de la boule étant intégralement conservée, cette énergie va se transformer en énergie potentielle, mais ne va pas se perdre. Et donc, elle va remonter 16 cm au-dessus de sa position initiale, comme on avait au début. On ne va pas avoir de perte, l'énergie mécanique se conserve parce qu'il n'y a pas de force non conservative. On n'a pas de forces qui vont entraîner une dissipation de l'énergie par frottement. Voilà, l'action de l'air et du système entraîne qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Alors effectivement, si ça durait longtemps, on s'apercevrait qu'il y a des pertes qui ne sont pas décelables sur une oscillation, mais qui le deviennent sur un grand nombre d'oscillations. Donc cette notion de perte d'énergie, elle dépend pour les pendules de la durée de l'expérience. Sur une demi-période ou une période, avec la précision de nos données, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des pertes d'énergie. Par contre, sur une durée qui est beaucoup plus longue, le pendule, forcément, au bout d'un moment, il va finir par s'arrêter. Et donc, quand le pendule va finir par s'arrêter, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des pertes d'énergie. Voilà pour la correction de ces exercices. N'hésitez pas à poser des questions par mail.